Très bien. Alors, je commence avec le choix de la photo. Écoutez, ça, j'étais à Paris et c'est quelque chose que j'ai vu, j'ai pris en photo et j'ai trouvé que ça représentait vraiment la situation de l'austérité, c'est-à-dire un sans-abri qui dort dehors en dessous d'une genre de dessin, photo, peinture, tableau sur un mur qui représente un peu cet homme avec un grand chapeau qui représentait pour moi ce capitaliste. Et puis, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien comme représentation de la réalité. Ma présentation sera sur la politique monétaire aujourd'hui. Et puis, pour moi, il y a deux visions, deux approches de la politique monétaire, ce qu'on peut appeler l'approche de la Banque du Canada, et puis une alternative qui repose sur la lutte des classes sociales pour justifier, pour expliquer l'inflation et pour expliquer comment se manifeste la politique monétaire du point de vue de la Banque du Canada. Alors, je vais commencer ici. Donc, on commence avec un constat, c'est-à-dire que l'inflation à l'échelle de la planète est à la hausse. Au Canada, 4,8, aux États-Unis, 7,5, en Europe, 5,1. Et puis, c'est vrai que ça peut faire peur à beaucoup de gens. On le constate quand on va faire nos courses. Le prix de beaucoup de biens est beaucoup plus élevé. Et donc, ça nous mène à poser des questions. Est-ce que d'abord l'inflation est un problème? Est-ce que l'inflation est un problème à 4%, à 5%? OK, c'est une question qui est très pertinente. Et puis, deuxièmement, si c'est un problème, quelles sont les conséquences et comment on peut réduire l'inflation? Alors, comme prévu, dès qu'il y a de l'inflation, les banques centrales autour du monde ont commencé à soit augmenter leurs taux d'intérêt ou menacent d'augmenter leur taux d'intérêt. Alors, on a déjà vu les taux à la hausse en Angleterre, les États-Unis, au Canada, on parle de hausse peut-être 4-5 hausses de taux d'intérêt en 2022-2023. Et donc, il y a des conséquences avec, bon, vous pouvez imaginer les conséquences. Et puis, cette approche de la Banque du Canada est très normale. C'est bien dans sa vision, dans son rôle, de vouloir contrôler l'inflation. Et donc, on augmente les taux d'intérêt. Et la question, donc, est-ce que c'est une bonne stratégie, est-ce que c'est une bonne politique de contrôler l'inflation avec les hausses de taux d'intérêt? Pour moi, ce ne l'est pas. Mais d'abord, je vous présente la vision de la Banque du Canada et puis après, cette alternative. Alors, comment ça fonctionne en théorie pour la Banque du Canada? Alors, ils ont un modèle de la demande, que l'inflation, elle est causée par la demande. On demande, on achète trop. Et donc, quand la demande augmente, les prix augmentent. Et donc, quand il y a augmentation de l'inflation, au-dessus d'une cible inflationniste, les banques centrales vont commencer à vouloir augmenter les taux d'intérêt. Alors, parlons de cette cible. Au Canada, on a une cible de 2%, un corridor entre 1 et 3, mais en général, en moyenne 2%, et c'est à peu près le même modèle qu'on retrouve dans toutes les banques centrales autour du monde. Cette cible de 2% a été choisie vraiment de façon très arbitraire. Si on regarde les recherches à l'époque, dans les années 90, au moment où les banques centrales ont adopté cette cible de 2%, on constate qu'il y a très peu d'études empiriques qui valident ce taux de 2%. Et ce qui est important, si nous avions au Canada une cible inflationniste de 4%, on ne parlerait pas d'augmentation de taux d'intérêt en ce moment. Alors, le choix de cette cible est très important. Et justement, on a une cible de 2%, et à cause que l'inflation de 4,8, les banques centrales se paniquent. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles réagissent. Et puisqu'elles pensent que l'inflation est causée
par la demande, elle vise à réduire la demande. Donc, elle augmente les taux d'intérêt pour faire réduire consommation, investissement. Et ce faisant, ça réduit la demande. Deuxième étape, quand cette demande diminue, le chômage va augmenter et on croit qu'il existe une relation inverse entre chômage et inflation. Alors, demande diminue, chômage augmente, inflation diminue. Et le tour est joué. Et ce processus, on suppose, on imagine, on espère qu'il se fera sans coût économique. Donc, l'augmentation de chômage sera faible, etc. Et il n'y aura pas un coût énorme pour l'économie canadienne. Donc, voilà, on augmente les taux pour réduire la demande et réduire les prix. Cependant, nous savons qu'empiriquement, cette première relation entre taux d'intérêt, consommation et investissement n'est pas très forte. Bon, ceci dit, c'est pas parce que la Banque centrale augmente de 1% à 1,25 qu'on va voir un impact. Mais ce qui arrive, c'est que les banques centrales n'augmentent pas les taux d'intérêt une fois. Elles vont les augmenter potentiellement de 10 fois. Il y a ce taux d'intérêt naturel normal au Canada qui est de 2,75. Et donc, on imagine que si la banque veut vraiment agressivement lutter contre l'inflation, elle va tenter de chercher à rapprocher le taux d'intérêt de la banque du taux d'intérêt normal. Ça veut dire que ça va représenter à peu près 10 augmentations de taux d'intérêt. Et là, oui, à un moment donné, ces taux d'intérêt augmentent. Ça, c'est le taux d'intérêt de la Banque centrale. Le taux d'intérêt de la banque, vous et moi, sera de 5 %, peut-être un petit peu plus. Alors oui, là, il va avoir un impact. Et ça va justement effondrer l'économie. Un Made in Canada recession, une expression qui est bien utilisée. Alors justement, augmente les taux d'intérêt tellement souvent que oui, effectivement, ça va faire écraser l'économie. Mais ce qui est important ici, c'est ce que va faire la Banque du Canada, à cause qu'il n'y a pas de relation empirique entre taux d'intérêt, petite augmentation de taux d'intérêt et consommation et investissement. La Banque du Canada augmente le taux, rien qui se passe. Augmente le taux, rien qui se passe. Augmente encore le taux, et bon, voilà, 10 fois, finalement, l'économie s'écrase. Mais c'est quand même assez intéressant qu'empiriquement, la première relation n'est pas validée. C'est difficile. Même Paul Krugman a dit que c'était le petit secret noir de la profession économique, qu'il n'y a pas de relation entre taux d'intérêt et consommation et investissement. Et bon, plusieurs d'autres. Alors, la première, si vous voulez, relation, lien, idée, au cœur de la politique monétaire au Canada et ailleurs, n'a pas d'appui empirique. La deuxième, la relation entre chômage et inflation, la courbe de Phillips, tout le monde en parle en ce moment, la courbe de Phillips, elle est plate. Il n'y a pas de relation entre chômage et inflation. Alors, la Banque du Canada va chercher à augmenter les taux d'intérêt basés sur un modèle qui n'est pas validé empiriquement. Vous voyez un peu l'ironie de ce modèle. Et finalement, il va y avoir des coûts énormes pour l'économie. Un rapport américain, il y a 2 semaines de BlackRock, a dit que si la Federal Reserve poursuit cette philosophie, cette théorie, cette approche, le taux de chômage aux États-Unis va s'élever à 10 % et peut-être même jusqu'à 12 %. Tout au nom de l'inflation. Alors, quand j'ai appelé ma présentation la militarisation de l'inflation, c'est exactement ça. Et puis encore là, il faut prouver qu'une inflation de 4 %, de 5 % est vraiment un problème. Ma collègue l'a bien expliqué que l'inflation n'est pas causée par la demande en ce moment, plutôt par les chaînes d'apprivoisonnement, le pétrole. Alors ça, c'est pire, parce que la Banque du Canada, et la Banque du Canada le sait bien, elle va chercher à augmenter
le taux d'intérêt pour réduire la demande quand l'inflation est vraiment causée par d'autres facteurs. Je ne sais pas en quoi, si la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt, ça va régler les chaînes d'approvisionnement, par exemple. Je ne sais pas en quoi, si la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt, ça va réduire le prix du pétrole qu'on paye 1,60 $ le litre en ce moment. Peut-être plus à Montréal. Alors, il faut déjà connaître la source, la cause de l'inflation, et ensuite se demander si le modèle de la Banque du Canada est vraiment approprié. Moi, je dis non. Je dis, le modèle en soi n'a pas d'appui empirique, point. Et en plus, l'inflation n'est pas par la demande. Alors, ça empire toute la situation, cette idée d'utiliser la politique monétaire. Alors, comment ça fonctionne en réalité? Bon, voilà, j'ai expliqué. Et voici un graphique, et je m'excuse, c'est un graphique sur les taux d'intérêt de la Fed, sur lesquels je travaille beaucoup. Mais vous regardez, hein, chaque petite coche, c'est une augmentation des taux d'intérêt. Alors, vous voyez, je m'approche parce que... Vous pouvez voir que juste avant la crise... Merci. Alors, vous pouvez voir que juste avant la crise financière de 2007, les taux d'intérêt, depuis 2005, ont augmenté de combien de fois? 13, 14 fois. Et justement, ça a engendré, bon, il y a eu d'autres causes à la crise financière, mais ça a certainement contribué. Et vous pouvez y voir ailleurs aussi. Les taux d'intérêt, bon, en 2015, ils ont augmenté aux États-Unis une dizaine de fois, justement. Alors, vous avez un modèle de la Banque du Canada, de la Federal Reserve, qui repose sur une augmentation, des augmentations successives des taux d'intérêt. Et finalement, après une dizaine et plus d'augmentation de taux d'intérêt, l'économie. Bon, alors, voici pour moi comment fonctionne vraiment la politique monétaire. Pour moi, la politique monétaire est une question de conflit entre classes sociales. Pour moi, le taux d'intérêt, pour moi, la politique monétaire est une question de répartition des revenus. Alors, le taux d'intérêt comme tel est un revenu. Hein, c'est pas juste un coût, le taux d'intérêt. C'est un revenu pour ceux qui détiennent des bons de trésor. Ils se font rémunérer. En ce moment, c'est pas très élevé parce que le taux d'intérêt est faible. Mais plus que ce taux d'intérêt va augmenter, plus que le revenu de la classe rentière va augmenter. Et donc, la part des salaires dans l'économie va diminuer. Il va y avoir une répartition vers les rentiers. Et donc, les travailleurs souffrent. 2, quand les taux d'intérêt augmentent 10 fois, 12 fois, et il y a finalement un impact considérable sur le marché de travail, le chômage va augmenter, bien, c'est les travailleurs, encore une fois, qui souffrent. La part des salaires dans l'économie, dans le revenu, va diminuer. Alors, cette lutte contre l'inflation se fait sur le dos des travailleurs. Et soit dit en passant, le gouverneur de la Banque centrale de l'Angleterre, cette semaine, dans une interview à la BBC, il a dit hein, il ne faut surtout pas que les travailleurs demandent une augmentation de salaire de plus de 2%. Donc, les taux de profit des entreprises ont augmenté de combien? Versus les salaires des travailleurs qui augmentent de 2%. Alors, une piètre augmentation de 2%, mais on dit aux travailleurs, faites gaffe. Mais on va laisser les entreprises avoir des taux de profit de X%. Et donc, il y a vraiment cette vision de faire cette lutte sur le dos des travailleurs. Et c'est exactement ça, le ciblage de l'inflation. C'est une politique de revenus à long terme. À long terme, moi et mon collègue Mario Sequereccia de l'Université d'Ottawa, nous le disons depuis plusieurs années. C'est une politique de long terme sur le dos des travailleurs. Et c'est exactement ce qu'a dit le gouverneur de la Banque centrale. Alors, c'est pas surprenant. Il y en a qui ont été, j'ai vu sur Twitter, il y en a qui ont été offusqués. Je leur ai dit, oh non. Nous le savions que c'était la vision de la philosophie de la Banque centrale.
Et donc, il y a un mécanisme direct, donc comme j'ai dit, le revenu pour les rentiers, le mécanisme sur le marché de travail et finalement l'impact de la politique de la Banque centrale sur les marchés financiers, création de bulles financières, etc., qui rend flou le revenu, la richesse du 1%, du 10%, etc. La majorité des travailleurs n'ont pas de richesse comme telle. Alors, vous voyez, c'est ça l'alternative, c'est voir la politique monétaire comme ancrée dans cette lutte de classe sociale. Et on pourrait aller plus loin, on pourrait regarder les différences par le genre. Les femmes qui sont beaucoup plus affectées par la politique monétaire que les hommes, les blancs versus les noirs. Alors, quand il s'agit de répartition des revenus, on peut faire un tour d'horizon et voir qu'il y a un biaisé contre les femmes, il y a un biaisé contre les classes sociales, et il y a aussi un biaisé écologique dans la politique monétaire. La politique monétaire qui peut avoir enfin un biaisé qui favorise les entreprises non vertes. Alors, je crois que c'est tout pour ma présentation, effectivement. Alors voilà, c'est une alternative qui est beaucoup plus radicale, mais je crois qu'il y a beaucoup plus d'appui empirique pour cette alternative que pour le modèle dominant de la Banque du Canada. Merci beaucoup aux organisateurs.